Jordi Vera, bonjour. Alors, on est en direct de chez moi parce que c'est quand même plus sympa. Au moins, il y a un bon bar, il y a des bonnes choses à boire. On t'a connu président de CDC. Désormais, tu es coordonnateur du mouvement Oui au pays catalan. Il s'est passé vaguement un truc il y a pas longtemps. C'est en Espagne, je crois, à Barcelone et dans toutes les villes autour de Barcelone. Et je crois qu'ils appellent ça la Catalogne. Il y a eu un référendum. Il n'y en a pas eu, apparemment. Ah oui, voilà. Comme dirait Magritte, ceci n'est pas un référendum. Alors, on en discutait hors micro. C'est une histoire totalement rocambolesque dans son arrivée, dans le jour même, avant, après, pendant. Et c'est pas fini, ça ne fait que commencer. Alors, on va commencer par là, Jordi. Ça fait des années que toi et moi, je vais couvrir des mouvements d'1,5 million, 2 millions de personnes à Barcelone. Et en fait, les gens étaient persuadés que c'était le carnaval de Barcelone et que le 11 septembre, c'était la date du carnaval de Barcelone, parce qu'ils n'ont pas vu venir, tant les Espagnols, que les gouvernements espagnols, que la France, etc., n'ont pas vu venir cet appel à l'indépendance. Alors Jordi, toi, quand tu y allais, tu croyais que tu étais au carnaval ou tu étais dans un mouvement indépendantiste? Rassure-moi, enfin. Moi, j'étais en Catalogne. Ouais. Et je savais bien ce qui se passait. En plus, on l'a vu monter. On a vu monter le changement de discours d'année en année. Mais moi, je pense que Madrid, concept, l'Espagne, État, pensait que tous ces mouvements étaient simplement pour faire une petite pression pour obtenir 4 sous de plus. Enfin, je pense qu'ils pensaient que les Catalans étaient encore à la période où il fallait être gentil, se coucher pour obtenir quelque chose. Mais on se pose des questions, hein. Je dis ça en même temps que je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas des services secrets? Est-ce que les renseignements sont mauvais? Ouais, voilà. Est-ce que l'administration périphérique de l'État en Catalogne est aveugle, sourde ou je ne sais pas quoi? Est-ce qu'ils vivent en circuit fermé? Est-ce qu'il y a une réalité parallèle? Voilà. Est-ce qu'il y a des ovnis? Voilà. non, mais on peut se poser cette question parce qu'effectivement, quand un mouvement persiste dans la durée depuis aussi longtemps, d'une façon systématique. Au moins 2011, non? Mais au moins sûr depuis 2010, ça avait commencé en 2006, mais enfin, sûr en 2010. D'ailleurs, le président socialiste Montilla, dans l'intervalle, le premier président catalan-espagnol qu'on a eu en Catalogne, où il avait dit là, attention Madrid, la désaffection catalane. Il disait. Bon, toutes ces années, je pense qu'il considérait que les Catalans protestaient pour protester, tu l'as dit, pour faire une sorte de carnaval, et que finalement, on appellerait les dirigeants catalans à Madrid pour leur dire, bon, vous avez 4 cacahuètes, rentrez là-bas et calmez les gens. Sauf qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. D'une part, ils n'ont pas compris que la population n'était plus disposée à ces petites cacahuètes, et puis que la classe politique en Catalogne, la classe politique d'abord nationaliste, d'abord régionaliste, ensuite autonomiste, souverainiste, s'est transformée petit à petit en une classe politique qui trouvait que la seule issue positive pour la Catalogne, c'est de devenir un État, et puis finalement un État indépendant. Et donc, en fait, l'indépendance est devenue une alternative. C'était l'alternative à rien du tout. À rien du tout. Donc il y avait ou l'indépendance ou rien du tout. Et comme ça en France on ne l'a pas trop vu, comme chaque vendredi depuis maintenant 3 ans, les réunions du Conseil des ministres en Espagne servaient à voter des lois générales qui petit à petit laminaient les compétences de la Catalogne, mais aussi des autres. Et finalement, on a procédé au bidage complet. Ça a commencé avec la réélection d'Aznar. Oui, Aznar qui n'avait plus besoin des Catalans, parce que dans le premier épisode, il faut relire un article de Montalban dans le Monde Diplo qui s'appelle Qui a peur des Catalans, où Aznar, la première fois, fait une campagne anti-catalane pour devenir Premier ministre, sauf que après l'élection, il n'a pas la majorité absolue, il est obligé de pacter avec Jordi Pujol, et là il lâche aux Catalans ce que jamais aucun socialiste n'a lâché.
Tout à fait. Mais, et dans le deuxième épisode, il se venge. Mais Aznar, il se venge, mais lui, il le fait clairement. Je veux dire, il prend un certain nombre de décisions, il vote des lois, mais c'est des lois à visage découvert. Enfin, je veux dire, la loi de l'unité de mercado, la loi du marché unique. Enfin, il vote un certain nombre de choses, mais il le fait, disons, à visage découvert en disant voilà. Tandis que depuis que Rajoy est président, on assiste à une autre façon de faire, c'est plus sournoise. C'est-à-dire, on vous dit, mais non, les Catalans, jamais vous avez eu autant d'autonomie qu'aujourd'hui. Et on le répète tout le temps. Et chaque vendredi, je dis ça à mon chat. Chaque vendredi, ça tape. Les décisions du Conseil constitutionnel, il y en a eu plein qui étaient favorables à la Catalogne. Et bien, les décisions du Conseil constitutionnel n'ont jamais été appliquées. Et le Conseil constitutionnel n'a jamais trouvé le temps d'avertir Rajoy qu'il fallait rendre telle ou telle compétence. Donc, on a assisté à une sorte de tour de passe-passe par lequel l'Espagne croyait en bidant les Catalans de pouvoir. Enfin, je vais être très clair. En fait, l'Espagne, à un moment donné, il a cru que non seulement les Catalans n'auraient pas plus de pouvoir, ou plus de pouvoir économique, ou plus d'autonomie ou l'indépendance, sinon que dans la situation dans laquelle on se trouve, les Catalans seraient sommés de réclamer ce qu'ils avaient eu il y a 20 ans, pratiquement. Donc, on avait tellement envie de l'autonomie qu'aujourd'hui, les Catalans. Et dans l'épisode actuel, c'est un retour complètement en arrière parce qu'on retournerait aux années 70 où il faudrait réclamer la liberté de nos dirigeants parce qu'ils seraient en prison, l'autonomie parce qu'on n'aurait plus d'autonomie. Donc c'est un drôle de retour en arrière. Alors le jour du référendum, j'étais à Figueres, j'ai entendu à la radio et j'ai rencontré plusieurs personnes, mais une m'a dit qui avait été donc c'était un homme qui était à Garrigues pendant la Festa Major, la Saint-Michel, et qui a eu droit aux Stormtroopers de la Policia qui les ont tabassés, etc. Et il m'a dit, ils nous ont perdus à jamais. Nous les Catalans, ils nous ont perdus à jamais. Moi, je pense que c'est vrai. Je l'ai dit à plusieurs journalistes, et je l'ai répété. Et je dis, chaque fois qu'on me demande, les gens disent, oui, il faut encore trouver une solution. Je dis, écoutez, quand le peuple catalan était déjà mécontent. Mais là, comme eux ils disent, ils ont déconnecté. Donc, l'immense majorité de la Catalogne a déconnecté. Et c'est tellement vrai, cette déconnexion, que le roi, quand il s'adresse cette semaine aux Catalans, il s'adresse qu'à une partie des Catalans, à ceux qui sont unionistes, oui, voilà. qui sont minoritaires. Et il n'a même pas un mot de compassion pour les gens qui ont été frappés. Je serais de lui, j'aurais rajouté un archevêque qui aurait voté l'excommunication des Catalans. Parce qu'il manquait que ça. Mais c'est un peu ça. Et donc, si l'État ne considère pas les Catalans, considère les Catalans qui ne sont plus espagnols, et bien voilà, c'est le divorce complet. Et là, on assiste aussi à la fonction, on est dans le divorce, mais on est dans le cas du mari violent. Oui, voilà. Parce que, mais un mari violent qui ne dit pas, comme habituellement, le mari violent dit, mais ça je le fais, je te frappe parce que je t'aime. Ouais, non, voilà. Non, là je te frappe et je t'aime plus. Voilà. Mais quand même, mais reste quand même. à moi et tu bouges pas. Et ça c'est le pilote actuel, à ce moment, actuellement. Et franchement, pour les gens qui connaissent la culture hispanique, c'est mon cas, on n'est pas surpris. Parce que la tradition politique espagnole, c'était toujours... pronunciamento, junta... Plutôt perdre tout ce qu'on a que perdre l'honneur. Ouais. L'honneur, c'est un concept hispanique mal placé. Parce que je crois que c'est un amour qui disait que... Donc beaucoup de classes politiques espagnoles, ils avaient... Le poète basque, ils avaient les couilles au cerveau et le cerveau dans les couilles, et qu'ils étaient incapables de discerner ce qui était important et ce qui était accessoire. Alors, on a eu hier à 21h en direct de TV13 la réponse du président de la Generalitat, Carles Puigdemont, qui dit, bon ben les gars... on est bien avancé de la réponse du roi. On est même déçu parce que il aurait fallu éviter de mettre de l'huile sur le feu. Et il confirme, parce qu'il soutient le gouvernement espagnol du Partido Popular, il confirme le fait que la situation à Lores, elle est coincée. Oui.
hier. Et il fait appel à des médiations. Oui, parce que entre le discours du roi, qui est un discours complètement fermé, absolument sans aucune possibilité de discussion, sans aucune compassion, sans rien, mais le président Puigdemont a fait ce qu'il devait faire. Il s'est adressé à tous les Catalans. Oui, et aussi en espagnol. En espagnol, pour qu'on comprenne bien, disons, symboliquement. En disant qu'il n'en voulait pas aux Espagnols, voilà, mais à ce gouvernement. À ce gouvernement. Et il dit, écoutez, nous avons fait ce que nous avions à faire. Nous avons résisté toutes ces violences dans un comportement exemplaire et pacifique. Et aujourd'hui, pour vous montrer qu'on est capable de discuter, et puisque vous ne voulez pas discuter, nous on fait appel à des médiateurs pour qu'on puisse discuter notre divorce, parce que finalement c'est ça. Mais enfin, il n'a pas posé de conditions non plus. Il a dit, je suis prêt à accepter une médiation, j'appelle à une médiation internationale. Alors là, on a des archevêques, notamment celui de Barcelone. Alors moi, je suis étonné, on a un réseau d'universités catalanes dont Perpignan fait partie, et aucun universitaire de président, pas même le président, Monsieur Laurent, ne s'est proposé pour être intercesseur, etc. Bon, moi, non, mais je déconne. Non, mais bref, plus honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, la médiation, ça sera une médiation de haut niveau. L'Europe, la Commission européenne, c'est tragique. Non, mais le Conseil d'Europe s'est réuni lundi pour traiter la Catalogne. Ça peut être l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair. On en parle ces jours-ci comme quelqu'un qui pourrait présider une commission. On parle, les évêques, c'est normal qu'on ait fait appel aux évêques parce que... nous sommes tous chrétiens. Oui, mais la commission épiscopale espagnole, c'est la seule qui n'a pas pris, contrairement à ce qu'elle avait fait historiquement. Oui, parce qu'avant, le sabre allait avec le goupillon. Non, cette fois-ci, la conférence épiscopale, et en particulier l'archevêque, le cardinal de Madrid et le cardinal... De Madrid, non, pardon, le cardinal des Espagnes, le cardinal de la Tarraconense, le cardinal catalan, ils ont fait un appel à calmer le jeu et un appel à la négociation. Donc ils sont qualifiés, puisqu'ils n'ont pas pris de position tranchée, ils sont qualifiés pour faire de l'arbitrage. Le président du gouvernement basque s'est proposé aussi. Bon, mais lui, plutôt c'est parce que quand il sent la barbe de ton voisin, comme on dit là, tu vois. Ouais. La barbe de ton voisin à la Mouliaga, etc. Donc il a senti peut-être, ça sent le roussi. Le danger approche aussi. Ouais. Bon. Et puis finalement, en fait, en réalité, aujourd'hui, il faut un arbitrage international. Évidemment. Parce que... Alors, on va revenir là-dessus. C'est le petit doigt qui cache la forêt, où c'est cette position de dire ce sont des affaires internes espagnoles. Comme la guerre civile. Au début, c'était effectivement des affaires internes espagnoles. Et on a vu comment... Là, c'est faux absolument. Parce que l'Union européenne était une entité avec un sens propre et avec des citoyens. Voilà. C'est plus du tout... Mais la France, notre ami Macron nous dit ah ben non, moi je parle qu'à Raroy, de toute façon je comprends pas le catalan. C'est vrai, mais en fait c'est une excuse. Et c'est la défense que les États-nations trouvent pour rester aveugles, parce qu'aujourd'hui les États-nations sont contestés tous, pas dans le même niveau, pas au même niveau qu'en Catalogne. Mais le système de l'État central qui dirige tout est contesté partout. Et donc, c'est normal que les États-nations ne veuillent pas du tout, pour l'instant, ouvrir la porte à un État de proximité, parce qu'on est un État de proximité, qui pourrait montrer un mauvais exemple à tous les autres. Parfois, c'est une exagération, et parfois c'est juste. Moi, je sais que les Français souvent disent ouais, mais si on ouvre la porte, après on a la Lozère, les Bretons, les Alpes maritimes. Non, pour faire la caricature un peu. Alors qu'il n'y aura que la Picardie qui sera libre. Oui, peut-être. Enfin, en tout cas, moi, les gens qui me disent ça, et notamment les journalistes étrangers, surtout parisiens, je leur dis attendez, en Europe, tout le monde sait, quand on parle de minorités qui peuvent devenir un État, on parle de 4. Et pas d'autres. On parle de l'Écosse, on parle du Pays Basque, on parle de la Flandre, on parle de la Catalogne. Voilà. Et c'est tout. Et donc le reste, c'est du fantasme, c'est pas vrai. Donc, alors,
il reste 3 questions par ordre d'apparition. Celle qui va apparaître maintenant, c'est que à la fin de la semaine, donc peut-être demain, Puigdemont annoncera l'indépendance au regard du résultat du référendum. Sinon, c'est lundi. Nous a-t-il dit dans son discours? Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a un problème supplémentaire qui s'est ajouté. Le Conseil constitutionnel a interdit la réunion du Parlement. Ah. Oui, ben il se réunit ailleurs. Après, ce ne sera pas valable, mais bon. Il va le faire dans le Parlement. Ça vient de sortir aujourd'hui, outrepassant complètement la propre constitution espagnole, le Tribunal constitutionnel interdit préventivement une réunion d'un Parlement qui n'est pas encore convoqué, avec, sans ordre du jour connu, avec le simple fait qu'il se pourrait que ce Parlement déclare l'indépendance. Minority Report. Voilà. Donc on est dans une autre situation, je ne sais pas si on arrivera lundi. Voilà ce que je veux dire. Et puis quand bien même elle serait déclarée, ça ne fera pas l'indépendance en soi de la Catalogne. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire, en fait, ils sont en train de provoquer le fait irréversible. C'est une évidence. Est-ce qu'ils cherchent à provoquer d'une façon... Enfin, moi je pense que, je le dis honnêtement, je pense que les Espagnols attendront jusqu'au lundi. Ils ont mis beaucoup d'espoir dans cette grande manifestation unioniste convoquée à Barcelone par le Parti populaire et Ciudadanos. Est-ce qu'on aura droit à un Bloody Sunday comme en Irlande du Nord? Ou en Irlande? En tout cas pas... Comme ça, YouTube fera une chanson, c'est sympa. Enfin, j'espère pas. Mais s'ils sont capables d'en arriver là, ça sera encore le problème. Et s'ils osent tout, mais écoutez, ça qu'on la connaît. Si ça arrive, la communauté internationale ne pourra plus rester aveugle. Oui, voilà. L'Union européenne devra intervenir parce qu'ils sont intervenus au Kosovo, qui était en dehors de l'Union européenne. Ils sont plus ou moins intervenus en Ukraine, ils sont intervenus à peu près partout. Ils sont intervenus en Irlande du Nord, l'Union européenne. L'Union européenne intervient à sa façon en Palestine. Je ne vois pas comment l'Union européenne ne pourrait pas intervenir à l'intérieur de l'Union européenne. Parce qu'alors, on pourrait se poser la question, à quoi elle sert l'Union européenne? C'est la question. Même pour le pognon, je veux dire, ça ne servait à rien. Parce que même sur le plan du capitalisme, tous ces jours-ci qui passent, la dette espagnole est en train de plonger, de chez plonger. Donc l'Europe doit encore mettre plus d'argent pour soutenir la dette espagnole. On ignore, parce qu'on ne sait pas, à cette heure-ci, si la Banque centrale, d'une façon détournée, est en train d'injecter de liquidités dans le système bancaire espagnol. Et donc, l'Union européenne est en train de se tirer une balle dans le pied, même sur le plan de la stabilité économique. Et ensuite, il y a un élément essentiel. En Catalogne, il y a 660 multinationales européennes qui sont installées en Catalogne. Est-ce que les multinationales vont liquider leurs propres usines, leurs propres unités de production, ça fera faire lourd. Leurs centres de recherche? Voilà, ça fait... C'est impensable. C'est impensable. On n'est pas dans la période coloniale où on pouvait tout détruire en partant. On le faisait, volontiers. C'est dommage. Volontiers. Mais bon, là, bon. Et puis il y a un autre problème aussi. Les Catalans sont des citoyens européens. Ah merde. Ils ont un passeport espagnol, donc européen. Et donc même si l'Union européenne ne reconnaît pas la République catalane, il est temps, enfin, pendant la durée du temps que l'Union européenne ne reconnaîtra pas la République catalane, il n'empêche que tous les citoyens catalans d'Espagne sont tous des citoyens européens. Donc à titre individuel, parce que c'est ça, ils resteront chacun d'eux pour réclamer la protection de l'Union européenne et de ses droits. Et donc ça c'est vraiment, quand ils s'expliquent, enfin, j'écoute des personnes doctes qui nous expliquent parce que comment ça se passe. Sur les télés françaises. Oui, parce que le traitement de l'information est pas mal. À la chaîne, BFM TV, moi j'ai vu un truc. Enfin, moi j'ai écouté ce programme qui est à la scène tous les soirs. Ah oui. C'est dans l'air. C'est dans l'air. Hier il y avait des docteurs et spécialistes qui nous expliquaient pourquoi. Alors ils oublient un truc extraordinaire. Moi, c'est dommage qu'on ne soit pas présent. Et parce qu'on les interpellait facilement, de l'écouter tout ce que vous dites, c'est formidable. Sauf que, vous savez, vous ignorez qu'une année, un soir, il y a un État membre des Nations Unies, membre de la Communauté européenne, qui était un État indépendant, qui a disparu
et qui est rentré à l'Union européenne en quelque chose comme une heure suite à une conversation entre M. Kohl et M. Mitterrand, la République démocratique allemande. Voilà. Donc voilà, c'était pas prévu du tout et on l'a fait. Et à terme, abolition de leurs dettes. Je dis ça au passage, parce que les Allemands sont prêts à réclamer les dettes aux Grecs. Hein, donc, Bon, et puis, là, il y a la dette espagnole. Enfin, donc, quand ils disent ça, soit ils font le con. Non, je pense qu'ils sont ignorants. Si le quoi, c'est dramatique. Si le quoi, c'est dramatique. Parce que l'Union européenne a été faite, entre autres, pour que les citoyens d'Europe ne fassent plus la guerre entre eux. Voilà. Elle a été faite pour faire un espace de paix. Alors, ça n'a pas été fait pour qu'il y ait de la concurrence libre et non faussée. Peut-être aussi. je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, tu as raison. Mais déjà, essentiellement au départ, l'excuse était on fait l'Union européenne pour qu'on ne fasse plus la guerre entre nous, pour que les différends puissent se discuter, pour que les affaires économiques puissent être traitées normalement. Et aujourd'hui, tous ces d'autres personnes et représentants émérites de l'Union européenne ils disent non, vous les Catalans, non, c'est pas possible. Bon, si vous faites l'effort extraordinaire et que vous arrivez à quitter l'Espagne, bon, mais non, on ne veut pas le savoir. Hein. Mais si vous arrivez à faire ça, oui, vous ferez la demande, vous ferez la queue, vous attendrez 3, 4 ans, 5 ans, vous attendrez que l'Espagne vienne pas... Qu'elle vous pardonne. Vous pardonne. Qu'elle vous absolve. Oui, qu'on fasse une grande messe pour vous. Voilà. Et à ce moment-là, peut-être vous pourrez, bon voilà. Mais ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas du tout la route. Et les spécialistes de l'Union européenne, le deuxième rang, pas les politiques, le deuxième rang des fonctionnaires, eux ils se tirent les cheveux, moi j'en ai pas, je pourrais le faire, je vais faire le geste, ils se tirent les cheveux en disant, attendez, quand il y a eu le référendum écossais, on nous avait demandé de faire une convention pour préparer, nous préparer à l'adhésion rapide de l'Écosse européenne. Tout est prêt. Enfin, on a regardé tous les articles qui pourraient le permettre. Donc, on sait bien que dans un deuxième niveau, à l'Union européenne, tout est prêt. On sait bien que les politiques, ce matin j'ai écouté le député européen catalan du Parti démocrate. No veig. Bon, Poc importa. Peu importe, il disait, dans les couloirs ces jours-ci, puisque j'interviens, je suis rapporteur de plusieurs commissions, mes collègues et certains chefs d'État et des ministres viennent m'encourager et disent, tenez bon, vous y êtes déjà. Voilà. Je pense que c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment... Non, je pense que la France ne veut pas comprendre parce qu'il y a beaucoup d'investissements bancaires français en Espagne, en plus des raisons qu'on a dites précédemment, voir un article de la Tribune là-dessus, et ce que m'avait dit le suppléant de la députée En Marche, quand on s'était croisés cet été sur une frégate militaire française dans le port de Barcelone, c'est bien, on est vraiment dans le roman, c'est que eux, ils ont tout à perdre, les banques françaises, s'il y a trop d'instabilité en Espagne. Parce que, quand bien même, si la Catalogne réussit, c'est pas en Catalogne qu'il y aura forcément le chaos, c'est dans l'Espagne. Oui, on sait. Mais, peut-être il risque encore de perdre davantage, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que une séparation à l'amiable entre la Catalogne et l'Espagne, ça voudra dire que la Catalogne prend en charge une grosse partie de la dette. Voilà. Celle-là, elle va être payée. Et ça a été annoncé. Et l'autre partie de la dette, je ne sais pas qui c'est qui va la payer. Je peux donner pas une anecdote. Les Basques, c'est les seuls qui ont un peu de sous. Oui, eux peuvent partir de l'Espagne sans problème quand ils veulent. C'est jusqu'à présent, on nous avait toujours dit, depuis l'Andalousie, le sud de l'Espagne, que le déficit fiscal catalan n'existait pas. Que c'était des colonies, que l'Andalousie était riche, au contraire, que c'était tout le monde qui payait aux Catalans, le fonds de cohésion territoriale. Et depuis une semaine, tous les journaux andalous publient de longs articles sur la situation qui arriverait si toutefois la Catalogne fout le camp. Bon, ils disent que les Catalans vont être très pénalisés, mais alors, chez eux, pour la première fois, ils acceptent. Ils affirment, sans détour, que la situation dans l'Andalousie deviendrait dramatique. L'Andalousie perdrait entre 3 et 4 000 euros par tête d'habitant de PIB, ce qui est quand même dramatique. La Catalogne, dans les pires des situations, perdrait 800 euros par tête d'habitant, avec une crise qui durerait 3 ans ou 4 ans. Eux perdraient immédiatement
entre 3 et 4 000 euros. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans le discours, on dit partez pas, vous allez vous faire mal. Oui, mais sauf que non. C'est eux qui ont plus à perdre que les Catalans. Plus, hein. Sinon, ils s'énerveraient pas autant. Voilà, le discours a changé la dernière semaine. Hein. Moi, je pense que dans l'Espagne, jusqu'à récemment, ils croyaient que les Catalans, tout ce qu'ils faisaient, c'était pas pour de vrai, disons. Non, puis les Catalans sont... Une sorte de chantage, machin. Mais là, il y a quelques temps, ils ont compris que c'était vrai, que le référendum était sérieux, que la proclamation d'indépendance, elle était là, que la classe politique était déterminée, qu'il n'y avait pas de différence et de divergence entre les divers partis politiques catalans. Il y en aura après, mais il n'y en a pas sur la question actuellement, qu'il y a un consensus, que la classe moyenne a tourné complètement vers l'indépendance, que les salariés commencent à comprendre que les retraites en Espagne, enfin en Catalogne peut-être ça va être dur, mais qu'en Espagne on ne les touchera jamais. Donc le discours a drôlement changé le dernier temps. Et je dois dire aussi, parce qu'il faut le dire, que les coups de matraque de dimanche ont levé un certain nombre d'hypothèques, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui n'étaient pas indépendantistes, qui ne croyaient pas à l'indépendance, qui croyaient encore au fédéralisme, ils ont tourné complètement la alors que les... Voilà. Qu'aujourd'hui le patron de Podemos, quand le Conseil constitutionnel a interdit la réunion du Parlement, c'est le premier qui a appelé à se réunir lundi au Parlement pour proclamer l'indépendance. Regardez si les choses ont changé en quelques jours. Alors, ce qui est marrant, c'est que si on regarde le référendum de l'Écosse et celui du Québec, qui sont de la même teneur, on s'aperçoit que si les Espagnols avaient été plus malins, enfin pas les Espagnols, le gouvernement, il aurait dit mais moi je suis d'accord, j'organise moi-même, je fais même les petits fours, je vous sers le rioja qui va avec, allez-y. Eh ben, les Catalans n'auraient peut-être pas gagné leur indépendance. Je suis pas d'accord, je pense qu'ils auraient gagné quand même l'indépendance pour la simple raison. Ça c'est sympathique ça, mais il faut mettre quelque chose dans votre panier. Si l'Espagne avait proposé le pacte fiscal, ne plus jamais attaquer l'immersion linguistique, le catalan officiel, les livres l'histoire, parce qu'ils avaient rechangé. La nation catalane, les plaques d'immatriculation, les sélections sportives. Arrêtez de faire des campagnes anti-catalanes dans toute l'Espagne. C'est toutes ces choses-là avaient été mises dans le paquet pour que les Catalans restent en Espagne, et sans doute une majorité aurait accepté. Ça et Canal+. Moi je dirais que cette génération aurait accepté. La génération de 30 ans aujourd'hui, 30 ans aujourd'hui. Je ne sais pas, demain, dans 20 ans, ce n'est pas le cas. Mais il n'y avait rien dans le panier. Il n'y avait même pas la sympathie. Il n'y avait même pas la proposition. Donc je pense que Madrid a bien facilement calculé. On n'est pas disposé à proposer une alternative. Et puis quand vous n'avez plus d'alternative, que l'alternative c'est de recevoir on l'a vu déjà, la seule issue c'est l'indépendance. Il n'y en a pas d'autre. Moi je vis des modérés, des personnes que je connais, des milieux financiers, du genre de l'ancien ministre des Finances catalan, Masculell, en disant, j'ai dit à mes amis, non, n'y croyez pas, si on n'est pas indépendant, le lendemain, ils ne donneront rien le 2, le 3, le 4, au contraire, ils vont nous massacrer encore davantage. Ben oui. C'est une question de dignité maintenant, il faut tenir. Il avait raison. Et aujourd'hui, s'il y avait vraiment un référendum, le référendum a été gagné. Il faut dire aussi que le résultat a été faussé drôlement. On sait qu'il y aurait eu presque 3,5 millions de personnes qui auraient assisté aux urnes. Si on décompte les bureaux de vote qui ont été retirés par la police. Donc aujourd'hui, un consensus, et si aujourd'hui il y avait des élections, le oui l'emporterait par une majorité écrasante. Et comme nous, les citoyens de culture française, on s'en souvient comme en Algérie, il y a eu un référendum où les Algériens ont refusé l'indépendance. Et quelques temps après, il y a eu un référendum où les Algériens ont voté à 98% pour l'indépendance. Et tout ça en pratiquement 2 ans. Et on sait bien qu'à Paris, il y avait 1 million de manifestants en 1944 pour le maréchal Pétain. Et quelques jours après, il y avait 1 million de manifestants pour le général de Gaulle. Ça, on le sait, comment l'opinion publique peut basculer. C'est des cas excessifs, ce que je suis en train de dire. Non, mais là, on est dans ce cas-là. Ils sont significatifs. Oui. Alors, on va revenir au référendum et l'histoire des urnes. Parce que, donc, les urnes étaient traquées
comme on traquait l'alcool pendant la prohibition. Donc les Catalans ont dû se transformer en ce qu'on appelait à l'époque des bootleggers, c'est-à-dire cacher leurs urnes dans les bottes, et elles étaient ici, mais en partie, parce qu'elles n'étaient pas qu'ici. Moi, je vais être honnête, je n'ai pas d'informations particulières des urnes, je peux le commenter. Il est évident que les urnes étaient ici, chez nous, parce que maintenant, on le sait, et ça a été dit, et confirmé, d'ailleurs, par certains médias, et par les gens qui apparemment l'ont fait. Et donc, ça, c'est quand même encore une belle claque aux autorités espagnoles, parce que ça veut dire que ça ne veut pas qu'ils soient en Europe. Ouais, voilà. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a la circulation de... On en parlait tout à l'heure. La circulation de biens et des marchandises. C'était des marchandises. Ouais, parce que la montagne empêche de passer. C'était des poubelles, officiellement. Ouais. J'en sais rien. Et donc, bon, voilà. Donc, les services secrets espagnols sont nuls. L'imagination, c'est génial. Elle est défaillante. Parce qu'ils ont été capables de rentrer un type... pour mettre une blague, je l'ai vu sur Internet. Ouais. Il a mis une photo d'une urne d'une usine de yogourt. Ouais. Et les flics sont arrivés dans cette usine de yogourt en cherchant les urnes. Bon, on a vu des trucs vraiment extraordinaires. Et là, vraiment, je suis chapeau aux gens qui ont fait ça. Alors, il y a eu un récit dans l'archipel contre-attaque d'un type qui nous a raconté, quand on lui a livré les urnes de France, comment après, ils les ont rapatriées à Figueres dans les 3 bureaux. Et c'est une histoire d'espionnage. C'est comme on essaye de faire passer un transfuge de Berlin-Est à Berlin-Ouest, quoi. Mais je pense que pour l'instant, on ne connaîtra pour l'instant que des bribes de toute cette histoire, parce que, en effet, moi tu vois, moi j'étais, pour tout dire, lundi matin j'étais à Radio France et France Bleu à Barcelone, et j'arrive et... France Bleu à Barcelone, c'est-à-dire? Non, à Radio France. Radio France et France Bleu, j'étais à Catalunya Radio. Mon Dieu. J'étais à Catalunya Radio. Oui, j'étais à Catalunya Radio. Ils se sont bougés la couenne. Et bon, et on m'amène 2 journaux, je m'étais levé tôt, je n'avais pas pris la presse, bon, c'était fermé déjà. Et je m'amène 2 journaux, un me dit, là, les urnes étaient à elle, et bon, il y a une chose que je n'ai pas pu lire, et puis le périodico, il dit, les bulletins de vote, ils ont été imprimés, ils ont le même nom de l'imprimeur, etc. Et bon, je n'ai pas été surpris pour certaines choses, pour d'autres un peu oui. Et je dis, bon, écoute, j'étais content, je dis, bon, peu importe comment ça s'est passé, le secret, qui n'était pas ce secret, apparemment, est arrivé jusqu'à dimanche, jusqu'à lundi. Oui, bon. Donc tout allait bien, voilà. etc. Donc, en fait, moi j'étais content que les Catalans du Nord, parce que je suis après je vois que plein de gens qui ont participé, certains beaucoup, d'autres plus modestement. Moi j'ai fait comme le colibri. Moi j'ai amené ma goutte d'eau. D'autres ont amené des seaux plus importants, d'autres des gros seaux. Bon, chacun a fait ce qu'il avait à faire ou ce qu'il a pu faire. Et c'était un honneur d'avoir pu. On a su après globalement que c'est grâce à l'intendance nord-catalane que c'est le référendum. Mais historiquement, ça s'est toujours passé comme ça. Sans doute. Quand on a accueilli Taradell et le retour de la Generalitat, ça s'est négocié ici. Il n'y a pas si longtemps que ça, le ministre Erck qui reçoit l'ETA, ça se fait ici aussi, pour négocier qu'il n'y ait plus d'attentats en Catalogne. Mais moi je le mets dans une autre lignée, tu me permets. Vas-y. Moi je la mettais dans une lignée qui me paraît plus appropriée, qui est plus cohérente dans les deux sens. Depuis le traité des Pyrénées, à chaque conflit en France ou conflit en Espagne, des Catalans, d'un côté ou de l'autre, ont profité de cette frontière pour se réfugier d'un côté ou de l'autre. On le trouve en 1714, quand les dernières troupes ostracistes, je ne sais pas comment il faut dire, autrichiennes, des Catalans, partisans de l'archiduc, traversent la frontière avec armes et bagages. On le retrouve pendant les guerres carlistes, on le retrouve pendant la période de Napoléon, que des Catalans du Nord vont se réfugier là-bas massivement. On le trouve en 14-18, les déserteurs français qui se réfugient
nombreux, hein, c'est pas anecdotique, hein. On n'en parle pas beaucoup, mais... Il n'y a pas Spox. Pas Spox, oui. Surtout dans les villages de tout le Val-Espire. Bon, voilà, c'est Cerdagne. Et avant de partir à la guerre, tous ceux qui pouvaient partir le faisaient. Et puis, dans l'autre sens, les Juifs, les aviateurs, les résistants qui ont traversé dans l'autre sens, la retirade. Avant la retirade, il y avait le petit train jaune qui portait des armes aux républicains. Voilà, il y a eu, si tu veux, il y a, anecdotiquement, il y a des choses différentes. La résistance antifranquiste, les maquis entre 40 et les années 60. Donc, il y a cette tradition systématique de cette frontière de profiter, entre guillemets, profiter des circonstances favorable d'un côté pour mener son combat dans l'autre. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que la Catalogne Nord doit rester française en cas de problème. Bon, enfin, je ne vais pas jusqu'à là. Tu sais que je milite pour une région catalane en France. Oui, oui. Un territoire autonome en France. Mais bon, écoute l'histoire le décrira et peut-être on ne sera plus là pour le voir, pour l'imaginer. En tout cas, la réflexion que je peux globale sur cette histoire, c'est que de nombreux Nord-Catalans ont participé pour rendre ça possible. D'autres y ont sympathisé. L'immense majorité de la population a un regard de sympathie avec le combat des Catalans, ce que je sens. Et ça va au-delà des sentiments d'appartenance. Moi, je pense que les dernières images de la violence ont fait basculer la population de chez nous en faveur de la Catalogne, en Catalogne Nord. Et dernière remarque, la ligne éditoriale de notre journal, qui n'est pas un journal indépendantiste. Non, mais il m'a été confirmé par les deux journalistes avec qui je mangeais ce midi, l'indépendant. J'ai assisté à une prise de position de l'indépendant en faveur de l'indépendance de la Catalogne, c'est très clair. Ouais. Ligne éditoriale, traitement, première page depuis des jours, information. J'ai croisé des journalistes indépendants à Barcelone que je n'imaginais pas, je ne donnerai pas de nom, que je n'imaginais jamais qu'ils pourraient parler bien des Catalans. Frédéric Michalak, Fabien Palem. Non, mais on ne leur donnera pas de nom. Non, c'est des blondes avec les yeux bleus. D'accord. Bon, peu importe, j'ai assisté et je dois dire que j'en suis content, attention. Et que l'indépendant a fait quelque chose qui est intelligent. C'est un journal il a été toujours intelligent, l'indépendant. Il s'est positionné en géopolitique. Il l'a bien fait. Parce que demain, tout le monde pourra dire que ce journal, le journal qui représente le peuple, la bourgeoisie, le sentiment, la classe moyenne, la classe dirigeante de notre département, a su tourner la veste sur le fait catalan assez rapidement et faire, dans le meilleur des cas, être un associé privilégié, dans le pire des cas, un pont entre la France et la France, entre la Catalogne et la France, ou entre la Catalogne de Toulouse ou entre la Catalogne et Bailey. Voilà, alors, il y a quelqu'un dont le silence est assourdissant, c'est Romain Gros. Parce que c'est un député En Marche, c'est l'ami du président, ils étaient à l'ENA ensemble. Et donc, est-ce qu'il a dit des trucs, lui, parce que... J'en ai écouté deux qui m'ont surpris beaucoup. D'abord Pujol, le maire de Perpignan, qui a signé un manifeste, qui a dit qu'il était solidaire. Et puis, quand il y a eu les événements, il a dit qu'il fallait que la loi soit respectée, que les Catalans devaient respecter la loi comme tout le monde. C'était un discours complètement contradictoire, ou alors il est analphabète. Il est analphabète sur la question catalane. Pujol, c'est le gars qui manifeste avec vous le jour où vous étiez 10 000 pour oui au pays catalan et qui le lendemain fait une vidéo pour dire qu'en fait non. Qu'il n'y était pas, pratiquement. Non, mais on connaît cette façon. Mais là, en l'occurrence, c'est assez grave et assez profond parce que c'est pas un truc anecdotique, c'est un moment historique. C'est pas un truc qu'on peut dire bon, j'étais, mais j'étais pas, j'étais plus. Bon. Et deuxième, la deuxième personne, je l'ai écouté à la FR3 et franchement, j'ai été choqué des mots de Romain Gros. Donc Romain Gros, on va rappeler qui il est. Il était l'ancien premier adjoint de Monsieur le maire de Perpignan, qui a été remplacé par le libéral Parra. Il est devenu député En Marche.
d'autant plus qu'il était aligné avec Macron, promotion Senghor, la nouvelle promotion Voltaire. Un ami du président voilà. qui aurait pu profiter de, d'après ce qu'il nous dit, hein, faire intercesseur. Il aurait pu passer un coup de fil au président, ouais. dans son téléphone. Oui, parce qu'il voilà, il nous dit qu'il a son téléphone. Et lui dire, bon voilà, ça ne va pas du tout, bon, j'en sais rien. Mais ce que j'ai entendu de sa part, c'était le pire de ce qu'on peut dire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une déclaration en disant qu'il regrettait les violences en Espagne et qu'il fallait condamner les extrémistes des deux bords. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai eu beau chercher les extrémistes d'en bas, je n'en ai pas trouvé. Donc peut-être il va me dire que son ami, parce qu'il dit ça, ouais. Son ami Puigdemont doit être un extrémiste terrible. Ouais. Le gouvernement catalan des libéraux, parce qu'il y en a, des sociodémocrates, ce sont des extrémistes incroyables. Que le patronat, la plupart du patronat catalan, ils doivent être des révolutionnaires léninistes. Quasiment, oui. Et les classes moyennes, profession libérale, les avocats comme lui, le collège des avocats, des architectes, tous les corps constitués en Catalogne doivent être des anarchistes furieux. Oui, des kropotkinien, voire des ravassols. Donc ça m'a choqué. Et ça m'a choqué beaucoup, parce que Romain Grau, c'est pas l'ignorant. Il connaît bien la situation en Catalogne. Vas-y. Romain Grau, il parle catalan. Je sais qu'il a des contacts avec des gens, disons, proches du gouvernement. Ouais. Je sais qu'il peut avoir de l'interlocution, s'il le veut, avec certaines personnes en Catalogne Sud, qui peuvent faire arriver des messages à personnes importantes en Catalogne. Et de ce point de vue, je peux dire qu'il n'a pas été... Il ne s'est pas comporté en catalan, il ne s'est pas comporté en catalan solidaire des Catalans du Sud, et ce qui est pire, il s'est comporté, comment dire, il a manqué de courage, un courage extrême. Voilà. Parce que dénoncer, on n'a pas dit lâcheté. Hein, dénoncer des Catalans extrémistes, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est le type qui se lave les mains, c'est Ponce Pilate. Oui, voilà. Et ça, on peut pas le non, faire. c'est plutôt Saint-Pierre. Est-ce que tu connais cet homme sur la croix? Et là, il dit non, et le coq chante. Ça, il nous le fera, si ça tourne mal, il nous fera le ouais. Et si ça tourne bien, il dira qu'il était copain depuis toujours. Mais, en tout cas, ces images resteront. C'est des images terribles. Jordi Vera, merci. Et à bientôt, puisque à mon avis, il y aura la suite des aventures de la Catalogne.